Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui sont en physique aujourd'hui avec nous à Léonard Paris et également à ceux qui nous suivent en ligne. Je m'appelle Ludivine Ferrière et je fais partie des équipes Léonard. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Léonard est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Donc notre rôle, c'est d'aller chercher des experts sur des sujets qui sont plus ou moins reliés à la vie et au territoire, que ce soit sur des sujets digitaux, environnementaux ou j'entends qu'elle, sociaux. je sais, On se fait un plaisir d'accueillir après elle m'a invité, parce ici qu'après elle m'a à dit que Léonard c'était Paris la dame ou en ligne. donc elle s'est cravatée, Aujourd'hui, et après ce sera les autres, après je vois tout. le troisième événement. Et quand je vois Ludivine se mettre ici, qu'on a lancé en 2022 ouais. sur la Blue Economy. Et sinon t'as la réal après ici. Un premier événement au mois de mars. En vrai t'as la réal et après tu vois les gens qui rentrent. De fêter la Blue Economy avec une introduction de Geneviève Ponce. Les replays sont en ligne. Au mois d'avril, on a eu la chance d'avoir un panel d'experts sur les énergies marines renouvelables. Et aujourd'hui, le sujet que vous connaissez, vous êtes là aujourd'hui avec normalement, ouais, t'as un HDMI ou pas et tu le fous sur un des écrans et tu vas avoir la réelle en. Ah mais oui, maintenant c'est. Ah oui, vu que je rentre. Pour organiser ce cycle événementiel, cet événement, Léonard n'est pas tout seul. On est en association avec Après, je sais pas SOA. s'il peut. Mais c'est ça, parce que vu qu'on passe à SDI, Et c'est pas converti au SDI. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir la déléguée de l'association Resté Océan qui va venir vous présenter l'association. Ouais, elle est en train. Ouais, c'est Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, ils ont changé? Oui. faut qu'elle prenne Il y a un micro. Ne pas cliquer. Je sais pas lequel elle a pris, donc du coup, elle a pris le 2. Bonjour à toutes Donc et je à coupe tous. le 2. Donc je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan. Et aujourd'hui, je vais représenter à la fois Respect Océan et à la fois Sustainable Ocean Alliance que je présenterai donc à l'association. Donc Respect Océan, c'est une association qui a été fondée par une navigatrice et scientifique qui s'appelle Rafaela Lecobello. Tu as essayé? Je vais essayer, mais je pense que ça. Et qui Moi, a je pour l'avais but de essayé. fédérer les acteurs économiques qui portent des solutions, des innovations et des actions pour la préservation de l'océan. Parmi les acteurs qui portent des solutions, nous en avons certains qui sont en place avec la thématique aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer Demandez pour les slides. Moi, je lui file la zapette et il dit qu'elle est hyper stressée. J'ai pas voulu la communiquer. Je lui dis t'inquiète, rapidement, je vais dérouler par terre, machin. Au pire, c'est un moment. Non, mais tu regardes ce qu'elle a fait. en France. C'est juste qu'elle a dit exactement, elle a écrit exactement les questions qu'elle va poser. Donc moi, je lui ai dit, je vais checker. Et si à un moment, je vois qu'elle panique, Si on le voit, on passe. voilà, parce que tu vois, elle nous a mis les slides et tout. Mais bon, elle vient me donner ça 40 secondes avant On le porte début. un certain nombre Mais je pense qu'ils vont d'activités. tourner leur site tout seul. Donc je suis pas inquiète, mais c'est elle qui a Pas En tout cas, moi j'avais prévu, même Karine, tu vois. Je sais pas si ça va être tout seul. Non, mais je pense que Lui, en plus, mais du coup, je garde son ordi là, il semble que vraiment c'est la peine de voir. de toute façon, La promotion de l'économie bleue durable. le Karim en question, lui, il peut faire passer ses slides tout seul. SOA, parce que je ne représente pas SOA aujourd'hui. Donc SOA, représenté en France par Benjamin Message, qui m'a aidé à co-construire cet événement aujourd'hui. M'a transmis ses notes. Donc SOA, c'est un accélérateur qui a été fondé en 2014 par Daniela Fernandez et qui rassemble aujourd'hui donc le plus gros réseau mondial des océans France. Ce sont des jeunes qui innovent, qui montent qui ont des projets, des solutions, et que SOA souhaite accompagner dans le déploiement opérationnel de leurs actions. Donc, leur volonté, donc, c'est de fédérer des jeunes leaders, des mentors. Donc, ils travaillent avec un réseau mondial de 200 mentors. Il faut que le micro, elle le mette plus, elle le tient comme un cornet de glace. Je vais lui faire signe. Ils ont donc accompagné 222 projets aujourd'hui. C'est pour Et ça que ils sont donc, ça bougera pas. représentés Regarde, dans tu vois. 53 domaines d'expertise et dans 24 pays. J'ai augmenté, je suis monté à plus 4. Non, mais je pense que. La France est représentée par Je lui ai parti leur dire. Ils ont donc accéléré 45 startups au sein d'un programme qui s'appelle Océan Solutions Accelerator et financé Le plus de fichier, c'est qu'on a même 177 pas un projets splitter réseau. par le biais d'un programme qui On a s'appelle du SUVP, on Ocean pourrait Leadership prendre Programme. du réseau. Également Bah, à on peut, si découvrir on avait un toutes les splitter réseau, on activités pourrait internationales prendre un et HDMI, le nationales rentrer en SOA. réseau,
peux splitter dans plein de DX et tout. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence aujourd'hui. Bravo. Ça va peut-être être Miss. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Merci beaucoup. Concernant la suite, on va démarrer les échanges. Ce sera en plusieurs étapes. On va déjà avoir une première introduction qui va nous ouvrir le sujet, qui va être faite par Françoise Gaille, directrice au CNRS et également vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, que j'invite à me rejoindre. Cette intervention sera suivie par une table ronde. Que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, je vous donne. Merci, Babette. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'avoir été invitée aujourd'hui à parler. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Et je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité. Donc, en termes de... Ça commence très très bien, je n'arrive pas à passer de la première diapositive. Merci beaucoup. Donc, si on regarde en fait ce qu'on appelle les littoraux, d'ailleurs, il y a une première chose qui peut laisser une réflexion ouverte sur la raison pour laquelle le terme de littoral, de littoraux, quand on s'adresse au pluriel, n'est pas traduit en anglais, n'a pas d'équivalent en anglais. On dit coastal, c'est quelque chose, mais il n'y a pas d'équivalent. Ça veut dire que là, en tout cas, pour ce qui nous concerne, cette notion de littoralisation de la terre comme de la mer est quelque chose qui nous préoccupe dans l'histoire qui est la nôtre. Ce que vous voyez là sur cette diapositive, c'est la représentation de l'ensemble des services écosystémiques et autres que le littoral peut nous apporter. Il y a non seulement tout ce qui est le tourisme, mais il y a aussi la possibilité de résister aux assauts de la mer. Mais finalement, quand on réfléchit à le niveau de la mer, c'est quoi ? J'ai pris une photo du Conservatoire du littoral que je trouve assez intéressante, qui représente finalement, il y a une plage de sable et puis il y a la mer de l'autre côté et puis il y a quelques individus qui sont sur cette plage en Normandie, qui sont des phoques. Je pense que c'est assez intéressant de regarder ce que c'est. Donc on pense que savoir qu'est-ce que c'est que ce niveau de la mer. Et ce niveau de la mer a été étudié par les scientifiques depuis longtemps, grâce à un certain nombre de techniques qui leur permettaient de savoir quel était ce niveau-là. Et au cours des dernières années, avec le GIEC, et en particulier le rapport spécial Océan-Cryosphère, on a pu s'apercevoir que cette élévation du niveau de la mer commençait à devenir préoccupant. Préoccupant parce que non seulement il était en évolution, mais aussi parce qu'on avait sous-estimé aussi la façon dont les choses se passaient. Et le dernier rapport de cette année, de l'AR6, a montré que finalement, avec l'ensemble des événements extrêmes qui caractérisent le changement climatique, des événements qui existaient une fois par siècle risquaient d'arriver une fois par décennie, voire quelquefois une fois par mois. Et en particulier, il s'agissait là de l'élévation du niveau de la mer comme étant le plus représentatif de cette accélération du changement climatique. Et vous voyez sur le côté, finalement, ce qui peut être aujourd'hui comme illustrant le recul du trait de côte qui nous pose un certain nombre de problèmes divers. Les Nations Unies, cette année, ont repris aussi l'évaluation de l'ensemble des risques que nous connaissons aujourd'hui, environnementaux. Alors, ça peut être très bien la sécheresse, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être une activité volcanique, ça peut être des feux divers. Et vous voyez qu'il y a deux aspects qui sont manifestement extrêmement importants, qui vont en croissant. C'est les inondations
et puis les tempêtes. Entre la fin de la décennie, de la fin du dernier, de 1980, enfin ces 2 décennies du XXe siècle et la première de 2000 à 2020 cette année, vous avez un doublement de l'ensemble des événements qui font qu'aujourd'hui, ça devient un des risques premiers. Alors, cette élévation du niveau de la mer, juste pour vous donner quelques indications, vous voyez que de façon inexorable, depuis la fin du 19e siècle, les choses s'accroissent. C'est un peu comme les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. On avait une élévation de 30 à peu près centimètres au siècle dernier, et tous les ans, on a près de 4 mm d'accroissement du niveau de la mer. Ça veut dire que même depuis le dernier rapport spécial du GIEC, il y a eu depuis une multiplication par 2 de cette vitesse d'élévation du niveau de la mer. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont ce paramètre évolue n'est pas tout à fait le même que celui qu'on peut avoir pour la température. La température de l'océan s'élève également, mais les choses se font sur un laps de temps beaucoup plus long. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'élévation du niveau de la mer peut avoir des incidences sur non seulement des décennies, mais presque sur des siècles. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et finalement, ce qu'on peut se poser comme question, mais c'est quoi finalement ce niveau de la mer? Alors au départ, on a pensé que c'était une ligne, c'était aussi extrêmement intéressant parce que c'était clair, c'était un élément mathématique facilement mesurable. Et puis finalement, il fallait se mettre par rapport à quel repère? Alors, il y a des définitions qui sont officielles, que vous connaissez tous certainement, en tout cas le CHOM par exemple, en est un des détenteurs. Et puis il y a aussi l'évolution de la manière dont nous pouvons prendre ces phénomènes en l'élargissant à la notion de bande. Et finalement, pourquoi c'est plus intéressant de parler en ce terme-là? C'est parce qu'en fait, ces systèmes naturels peuvent aussi impliquer ce qu'on appelle des systèmes humains, avec la variabilité et la diversité, la biodiversité que ça implique. Et puis, il y a la notion de territoire. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette notion qui était au départ très physique, très mathématique, devient aujourd'hui beaucoup plus de celle de sciences humaines avec la notion d'usage. Juste pour faire aussi une illustration de comment on la mesure, il y a depuis à peu près les années 60, on a commencé à développer l'altimétrie, donc c'est grâce à tout ce qui est satellitaire. Et puis il y a une évolution aussi de la part des startups qui sont capables aussi d'intégrer un certain nombre d'autres techniques, je pense que nous peut-être en parlerons aujourd'hui, qui sont d'autant plus intéressantes que chacun peut avoir accès aux données et participer à l'élaboration de ces données. Et puis finalement, aujourd'hui, peut-on parler de l'élévation du niveau de la mer sans parler de ce qu'on appelle l'aquasphère, enfin ce qui est pour les physiciens ou l'hydrosphère, qui a été illustrée par la mise en avant et la reconnaissance de la mission LAMI, qui intègre non seulement l'océan, mais aussi toutes les eaux douces, c'est-à-dire toute l'hydrosphère qui va avec le cycle de l'eau. Juste sur cette carte, vous voyez en couleur la manière dont l'océan va s'élever ou pas, puisqu'il y a des variations en fonction des lieux qu'on observe. En rouge foncé, c'est vraiment quand les choses augmentent, et vous voyez que dans le nord de l'Europe, il va y avoir un accroissement de plus de 4 mm par an de l'élévation du niveau de la mer, alors que si vous regardez la Méditerranée, vous pouvez avoir un abaissement de moins de 4 mm par an. Donc ça veut dire aussi que les choses sont à prendre en compte en tenant en compte de cette variabilité. Alors, quelle solution vous allez avoir, Raphaël, qui va vous parler de ces solutions avec le projet CITES? En fait, il y en a 4 grands. Soit on colonise l'espace maritime, mais ça dépend de l'histoire du pays. Les Hollandais sont très forts pour ça. Soit on résiste à l'élévation du niveau de la mer.
Soit on essaye de composer avec l'élévation du niveau de la mer, soit en fait on essaye de trouver de nouvelles solutions. Et là, nous avons une créativité à l'œuvre que nous devrions mettre à l'épreuve de la réalité. Juste un dernier mot. Nous savons, nous, ce que ça peut être, cette élévation du niveau de la mer, nous le voyons, mais il y a les petits États insulaires qui, eux, n'ont pas la possibilité de se redéployer vers l'intérieur des terres et qui ont, cette année, discuté sérieusement dans le cadre de discussion de la Convention nationale du droit de la mer et qui ont remis en cause la notion de réduction de leur territoire étatique en prenant en compte cette question de l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est pour simplement vous rappeler que, en fait, il s'agit aussi d'une notion d'habitabilité. Merci. Merci beaucoup, Françoise. C'est important de remettre en contexte, de s'appuyer sur des analyses scientifiques pour enfin débattre de la meilleure manière possible. Et pour ce débat, j'invite les speakers à me rejoindre. Donc, Patrick Bazin, directeur de la gestion patrimoniale du Conservatoire du Littoral. Raphaël Cuvelier, vice-président de la plateforme Océan et Climat. Et Karim Selouane, fondateur et CEO de Résalliance. Je me reste là. Merci à vous de vous joindre à nous aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé des 10 minutes d'inspiration de Françoise Gaille? Je pose la question s'il y a quelque chose qui vous a marqué. Bonjour à tous. Bon, il y a quelque chose que je pourrais montrer en complément de l'introduction faite par Françoise Gaille, qui est une petite rétrospective cartographique de notre littoral. Parce que on parle de l'élévation du niveau de la mer, avec les conséquences que ça va avoir sur le littoral, mais on oublie peut-être que ce littoral, il est déjà naturellement mobile. Et l'impression qu'on a d'avoir un territoire, d'avoir connu toujours le territoire sur lequel on vit, avec les limites, avec la mer intangible, est une impression assez fausse. Et donc, alors, je ne sais pas si ça peut... oui, ça doit être après, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure défiler avec les... Bon, en tout cas, en attendant que cette carte apparaisse, je vais peut-être dire un mot sur ce qu'est le Conservatoire du Littoral, puisque vous ne connaissez pas nécessairement. C'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1975, qui a été créé par l'État, par la délégation à l'aménagement du territoire, qui avait considéré que l'urbanisation, qui était d'ailleurs encouragée pour le développement du tourisme littoral, était en train de menacer les équilibres naturels sur la côte et que la réglementation de l'urbanisme ne suffirait pas à contrôler en fait ce mouvement extrêmement puissant qu'on voyait déjà à l'œuvre sur la Côte d'Azur, par exemple. Et donc, l'établissement public Conservatoire du Littoral a été créé pour acheter des terrains et les préserver de l'urbanisation, maintenir des fenêtres non artificialisées et maintenir également un accès libre au littoral pour les citoyens. Et depuis donc bientôt 50 ans, le Conservatoire achète petit à petit, tous les ans, grâce à l'argent que vous mettez dans vos bateaux de plaisance, puisque c'est la taxe prélevée par l'État sur les bateaux de plaisance qui finance le Conservatoire. Et nous sommes aujourd'hui administrateurs d'un domaine qui représente à peu près 15% du linéaire du rivage français, en France, enfin en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer, ce qui représente finalement maintenant un domaine assez important avec beaucoup d'enjeux que nous essayons de comprendre et d'anticiper. Et celui sur l'élévation du niveau de la mer, évidemment, nous interroge depuis une vingtaine d'années, parce que nous sommes dans une réflexion, disons, un peu paradoxale. Le Conservatoire est là pour protéger des milieux naturels. La mer commence à les grignoter ou à les submerger. Faut-il les protéger? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut résister?
ou est-ce qu'il faut laisser faire, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Donc, c'est un peu sur ces réflexions-là que nous sommes depuis quelques années, et je pourrais vous en dire quelques mots. Et puis, quand il y aura la petite carte, je pourrai la commenter. Très bien. Karim, je crois que c'est... Si tu peux te présenter. Bonjour, donc je suis Karim Selouane, le directeur et le fondateur de Résilience, et on travaille notamment sur des sujets d'adaptation, mais ça je le présenterai tout à l'heure, hein, d'adaptation au changement climatique des territoires et des infrastructures, et notamment sur un programme assez ciblé sur les États insulaires et sur les zones côtières, notamment en Afrique de l'Ouest, mais on en parlera tout à l'heure. Je voudrais peut-être juste, vu que tu nous as tendu la perche pour réagir à ce qui a été présenté tout à l'heure, j'ai peut-être un commentaire à rajouter, c'est que quand on parle d'évolution du trait de côte, effectivement, le trait de côte, c'est un trait qui évolue au gré des événements météo-climatiques, mais également des conditions d'aménagement. Mais il y a un paramètre qui est très peu perceptible, c'est qu'aussi les continents bougent en Z, donc il y a des variations. Et quand on parle tout à l'heure des pays scandinaves, il y a en parallèle la fonte des glaciers qui participe à ce que ces États finalement se surélèvent. Et donc il y a un effet un peu contradictoire, c'est-à-dire que alors qu'ils sont frappés de plein pied par l'augmentation du niveau marin, comme l'a montré la carte, en même temps ce sont des territoires qui eux s'élèvent en Z. Donc voilà, donc il y a aussi tous ces mécanismes qui nous montrent bien que cet espace très restreint est en pleine évolution, pleine dynamique, et l'enjeu c'est de pouvoir les appréhender pour mieux aménager les territoires en tenant compte de ces évolutions, car le littoral n'est pas un espace figé. Ça c'est important. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci. Raphaël, je t'invite à faire la même chose. Moi, je vais commencer par faire un commentaire sur ce qu'a dit Françoise. Françoise a un art consommé de présenter simplement les choses complexes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette vision du littoral, cette interface entre la terre et la mer, et toutes les fonctions, tous les services rendus par ce littoral, ils sont très nombreux. Et quand on parle d'élévation du niveau de la mer, en fait, la mer monte, d'accord, les chiffres sont là, ils sont flagrants, et les perspectives sont peu réjouissantes, mais ce qui est important, c'est de réfléchir aux impacts. Alors les impacts, ils sont le recul du trait de côte, ils sont l'érosion, mais ils sont aussi les vagues de submersion, c'est-à-dire pour beaucoup de territoires, il y a des risques de submersion importants, il y a des risques de salinisation. Bref, il y a toute une série de risques qui sont là et qui sont bien réels et qu'il va falloir gérer. Tous les services rendus et décrits par Françoise qui vont être affectés, ça représente aussi un coût économique qui est souvent gigantesque. Bon, c'est de ça dont on parle, quoi. C'est tous ces sujets qui sont extrêmement importants. Pour dire deux mots de qui je suis et plutôt de la plateforme Océan Climat. En 2015, quand s'annonçait la discussion à Paris sur le fameux accord de Paris sur le climat, on a été une bonne trentaine d'organisations françaises et internationales à se dire mais c'est quand même hallucinant. C'était en 2014, hein, on parle du climat sans parler de l'océan. Et on s'est donc réunis, une quarantaine d'organisations en disant on va se donner un objectif très clair, c'est de faire en sorte que l'océan soit vraiment partie prenante des discussions climatiques, parce que l'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat, et aussi parce que l'océan est extrêmement impacté par le changement climatique, et c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Donc cette plateforme aujourd'hui regroupe une centaine d'organisations un peu partout dans le monde. Elle est basée à Paris. Vous avez là tous les logos, vous avez évidemment beaucoup d'associations qui travaillent sur les questions liées à l'océan. Vous avez aussi beaucoup d'organismes de vulgarisation, les aquariums, les musées. Vous avez aussi, ce qui est un fondement de la plateforme, c'est vraiment la recherche. Et vous avez là tous les grands établissements de recherche, à commencer par le CNRS. Je ne vais pas tous les citer, hein, PSL. Vous avez aujourd'hui Woodsole, qui est une des plus grandes organisations océanographiques américaines qui vient de rejoindre la plateforme. Et puis, vous avez aussi le secteur privé qui nous a rejoints. Vous avez des villes, des collectivités territoriales, La Rochelle, vous avez Armateurs de France. L'ADN de la plateforme, c'est vraiment d'être un lieu d'échange entre des acteurs très différents concernés par l'océan, par le climat, et sur des fondements scientifiques importants pour faire valoir la science et les informations relatives à l'océan, et de porter un plaidoyer au niveau international sur ces enjeux. Très concrètement, j'en dirai peut-être un mot après. Vous pouvez partir. Oui. C'est parti. Vous pouvez le dire maintenant. Alors, bon, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, le rôle de la plateforme, c'est de mobiliser la société civile, de diffuser des synthèses et de connaissances scientifiques
sur ces enjeux, ces impacts et sur le rôle de l'océan dans la machine climatique, ce qui était extrêmement important, et puis de porter un plaidoyer au niveau international dans les politiques publiques, qu'elles soient nationales et surtout internationales, qui nous occupent en grande partie. Quelques réalisations, quelques succès de la plateforme depuis 5 ans. La plateforme a joué un rôle important au moment de la négociation de l'accord de Paris pour que l'océan rentre techniquement dans le texte, et l'océan apparaît dans le préambule de l'accord de Paris, et je peux vous garantir que ce n'était pas gagné d'avance. Parce qu'à l'époque, les gens nous disaient écoutez, le climat, c'est une affaire sérieuse, c'est assez compliqué, venez pas en plus nous mettre de l'océan là-dedans, on a déjà du mal à s'en sortir. Je vous le fais quasiment en grandeur réelle. Hein. Un autre élément important, c'est que l'idée d'un rapport du GIEC sur l'océan est née à la fin d'une réunion de la plateforme Océan-Climat. Et on a mobilisé un certain nombre d'États, à commencer par Monaco, par le Chili, pour que cette idée se concrétise. Et Françoise en a parlé tout à l'heure, le rapport est sorti en 2019. Et puis, au niveau français, la plateforme joue un rôle important dans les revues des rapports du GIEC, notamment celui sur l'océan, mais aussi dans le rapport d'assessment numéro 6. Et puis enfin, au niveau international, quelques réalisations. La plateforme s'est vue confier la coordination de la thématique océan et zones côtières de l'agenda global de l'action climatique, ce qui est en fait le volet de la société civile au sein de la Convention climat. La Convention climat, c'est une grosse machine dans laquelle il y a des groupes de travail, dans lequel il y a un agenda. Et donc, on a fait un gros travail pour s'intégrer dans cette mécanique, parce que c'est aussi là que les choses se décident, c'est aussi là que les choses se passent. La plateforme s'est vue confier l'organisation de l'Ocean Action Day, donc à la COP, qui est une journée entière dédiée à l'océan, et c'est la plateforme qui l'organise. Et puis, de manière plus technique, on co-anime un groupe d'experts océans et zones côtières du programme de Nairobi, c'est le programme de la Convention climat sur l'adaptation. Et donc là, on est au cœur des sujets qu'on traite. C'est dans ces lieux que se discutent, confrontés aux évidences scientifiques, les enjeux de l'adaptation des villes et des territoires côtiers. Alors, dernier point peut-être pour présenter la plateforme et l'objet de notre travail d'aujourd'hui, c'est que quand le rapport du GIEC est sorti, on s'est évidemment dit que le sujet de l'élévation du niveau de la mer était un sujet majeur. Et on a pris le taureau par les cornes et on a lancé ce projet Cities. Ce projet Cities, pour faire simple, on s'est dit il faut aborder cette question. On a eu un certain nombre de partis pris. Le premier parti pris, c'était de dire on va aborder la question par les solutions et non pas par les vulnérabilités. C'est-à-dire qu'en fait, on a discuté avec beaucoup d'élus du littoraux qui nous ont dit mais bon, les vulnérabilités, il y a beaucoup de bureaux d'études, il y a beaucoup de cabinets qui nous font ça très bien. Nous, ce qu'on veut, et si on veut avancer, s'il faut promouvoir les solutions, il y a des enjeux majeurs sur les solutions. On ne sait pas trop par quel bout les prendre, on ne sait pas trop comment les financer, on ne sait pas trop sur quel fondement scientifique c'est pertinent ou non. Donc voilà, on veut rentrer par les solutions. Et la deuxième partie pris qu'on a pris, c'était de rentrer par les villes. Parce que jusqu'alors, les gens qui travaillaient sur les questions d'adaptation du littoral, c'était plutôt en dehors des villes, c'était plutôt en dehors des zones urbaines. Et les zones urbaines, c'est risque et contrainte maximum. Et donc on s'est dit, on va rentrer par là, c'est un vrai challenge, parce que dans les villes se concentre la population, les activités économiques, les infrastructures, il y a tout, quoi, hein, les aéroports, les ports et tout ça. Donc on s'est dit, on va rentrer par les villes et on va essayer de faire un tour de la planète sur comment dans les différentes régions du globe, ces questions des solutions des villes face à l'élévation du niveau de la mer, comment ces solutions comment elles émergent, quelles sont-elles, de quelle nature sont-elles et comment les problèmes se posent. Donc ça, c'est le projet Cities, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire plus avant quelques mots. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, mais c'est des sujets passionnants, donc on comprend. On va rester sur l'aspect international, on reviendra sur le territoire français juste après. Karim, vous aussi, vous êtes plutôt actif sur la scène internationale. Vous avez participé au UN Ocean Conference and à la COP26 il y a quelques mois à New York et à Glasgow. Est-ce que vous pouvez nous donner une synthèse, quelques points saillants qui pourraient illustrer le propos d'aujourd'hui ? Merci Divine. Alors je vais faire la jonction avec ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement l'une des conclusions des initiatives qui sont en cours, c'est de faire un shift à 180 degrés pour aborder le sujet de l'adaptation. Mais avant de parler des solutions d'adaptation, pour essayer de conceptualiser ou d'appréhender les territoires, notamment au niveau du trait de côte,
c'est peut-être se rendre compte de cette carte, parce qu'il y a effectivement, on voit bien qu'il y a une forte concentration de la population humaine, hein, qui se concentre sur moins de 300 km par rapport aux trait de côte. Et 300 km, c'est pas grand-chose. C'est très souvent des espaces qui peuvent être inondés avec plus 1 mètre du niveau de la mer par rapport au niveau actuel. Donc on voit bien qu'il y a aussi une dissonance à avoir entre l'altitude sur laquelle on sent et la distance, et c'est pas parce qu'on est très loin du trait de côte qu'on est protégé du trait de côte. Donc ça, c'est l'une des conclusions qui a été abordée, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une compréhension psychologique des sociétés pour mieux, derrière, solutionner l'adaptation. Ensuite, pour répondre à ta question sur ce qui se dit en ce moment au niveau des instances internationales et des initiatives qui sont lancées, en lien avec ce que vous avez présenté à l'instant sur le projet Cities, c'est aussi de comprendre que le littoral, c'est une interface avec des dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a des flux, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des occupations qui bougent, et c'est à travers ces dynamiques-là qu'il faut appréhender les questions d'adaptation. Et ça, c'est très important, même dans le dernier rapport du GIEC, il y a tout un chapitre qui est dédié à ces aménagements et la manière dont ces aménagements peuvent être repensés pour derrière mieux appréhender les solutions d'adaptation. Et ça, c'est important, parce que si le trait de côte évolue, il faut penser l'aménagement non pas comme quelque chose de statique, mais comme quelque chose d'évolutif, et des fois à des échelles de temps beaucoup plus rapides que ce qu'on a pu imaginer il y a de cela même quelques dizaines d'années. Voilà. Donc on est aussi dans un rapport à l'urgence qui fait que ces mécanismes-là, ces dynamiques qui sont très conceptuelles, mais qui sont finalement assez réplicables, doivent être pensés dans l'urgence, parce que ce rapport entre océan et continent est en train de changer à une vitesse grand V. Alors, non, c'était comme ça plutôt, voilà. Alors, très vite, et après je vais conclure là-dessus, c'est avant de parler de solutions et d'adaptation, ce qui est aussi dit dans le rapport, c'est qu'il y a une hétérogénéité, c'est un peu ce que vous souleviez tout à l'heure, Françoise, sur les morphologies côtières. Alors ici, c'est assez touristique, vous connaissez, on est dans la région d'Étretat, c'est un lieu très bucolique, c'est très joli, mais il y a un danger qui est quasiment à nos portes, et ce n'est pas forcément des problématiques exotiques, hein. La France, alors je pense que vous en parlerez tout à l'heure, hein, est quasiment, je veux dire, elle est confrontée à ce sujet-là, notamment ce qui repose la question de l'attractivité du littoral, ce qui pose des questions du lien culturel que peuvent avoir les populations vis-à-vis de leur lien par rapport à la mer, l'économie de la mer, l'économie bleue, hein. Tous ces sujets-là sont à remettre en question. Ici, je posais, j'en parlerai tout à l'heure dans mon pitch, c'est Saint-Louis du Sénégal, typiquement. Donc, on essaie de travailler sur ce cas type, parce que c'est un cas très emblématique de l'Ouest africain. Et ce que l'on voit, la différence avec tout à l'heure, c'est qu'ici, on est dans des côtes sableuses, donc un peu similaire de ce que l'on a dans la région landaise en France. Et un autre exemple, donc là, c'est un peu la configuration des deux. On est dans une zone très sableuse, basse, un peu comme la côte de Saint-Louis du Sénégal ou des côtes landaises, mais avec un niveau d'urbanisme, je dirais, qui aujourd'hui nous apparaît quasiment ahurissant. Et la conséquence de ça, ici on est à Miami, c'est que l'an dernier, les assureurs ont décrété que ce territoire ne serait quasiment plus assurable. Donc ça pose une question également dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'on parle d'adaptation, mais quelles sont les limites de l'adaptabilité des territoires? Et dans cette limite, il y a une limite à la fois technique, parce qu'à un moment donné, on ne va pas devoir surconstruire jusqu'à avoir des coûts exorbitants. Et puis derrière, il y a des acteurs qui participent à conditionner l'accès à ces permis de construire, que sont le secteur de la finance et entre autres le secteur de l'assurance. Et la Floride a été décrétée comme territoire presque non assurable. Et là, je voulais terminer par un coup de cœur, parce que c'est un territoire que je connais très bien, notamment à l'époque avec Marie-Françoise Courel. Donc ça remonte à plusieurs années. C'est le littoral de Nouakchott, ici, donc nous sommes en Mauritanie. Et puis, il y a un effet un peu contradictoire. On se dit, il y a de l'eau, super. Alors, en gros, on est dans une zone aride, il n'y a pas d'eau. Mais le problème, c'est que les eaux que vous voyez ici, ce ne sont pas forcément que des submersions marines. C'est également la résurgence de nappes phréatiques qui, par la montée des eaux, finalement remontent à la surface, et ces eaux qui étaient douces deviennent salées, et le problème c'est qu'on a maintenant un surplus d'eau, mais de l'eau qui n'est plus potable. Donc ça pose des questions pour ces populations ici qui ont, alors la Mauritanie c'est plus de 1,5 million de kilomètres carrés, et 99% de la population vit entre Nouakchott et Nouadhibou, et la question c'est qu'est-ce que l'on va faire? Où est-ce qu'on va les loger? Où est-ce qu'on va peut-être les déplacer? Donc, il y a des questions, et c'est aussi ce que dit le rapport du GIEC pour terminer là-dessus, sur la question d'adaptation. C'est l'acceptabilité sociale, finalement. Quel est le niveau d'acceptance des populations pour, à un moment donné, répondre de manière des fois assez drastique, c'est-à-dire même de manière radicale, sur faire un trait, et non pas un trait de côte, mais un trait sur leur mode de vie actuel. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse le micro.
On va repartir sur les côtes françaises, si vous le voulez bien. Vous portez un programme, Patrick, le projet Adapto, au sein du Conservatoire du Littoral. Ce programme porte à explorer les territoires littoraux naturels, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous en faire part et potentiellement, si vous avez déjà des conclusions à nous soumettre par rapport à ces travaux? Oui, je peux occuper les 2 prochaines heures avec les résultats de ce programme. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous avez prévu plus de slides. Alors, je voulais vous montrer cette image parce que c'est représentatif de la dynamique côtière, non pas à la suite de l'élévation du niveau de la mer, mais historiquement, sur une période historique assez brève, puisque si on commence la première carte un peu fiable qu'on a de la côte atlantique, c'était fait sous les ordres de Louis XIV pour des besoins militaires, et cette carte montre le sud de l'île d'Oléron. Donc, vous voyez le trait de côte en vert. En 1825, c'est-à-dire un siècle plus tard, vous avez le bas de l'île qui s'est totalement déplacé. C'est-à-dire que vous aviez un marais là, qui s'appelle le Brie, qui a été en fait envahi par la dune, et la dune qui était devant a totalement reculé. Mais elle n'a pas reculé de quelques dizaines de mètres, elle a reculé de plus d'1 kilomètre. Et si vous prenez la côte actuelle, aujourd'hui, elle est revenue à peu près à l'endroit où elle était au début du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, on observe sur cette côte le rythme d'érosion pratiquement le plus élevé de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que c'est une côte sableuse. Et aujourd'hui, les gens disent « Ah là là, l'île d'Oléron est en train de partir à la mer à cause du changement climatique. » C'est une catastrophe. En fait, ce n'est que le balancier naturel du fonctionnement sédimentaire très actif. Et si on pourrait, je pense, calculer le cubage de sable qui a fait 1 kilomètre dans un sens et 1 kilomètre dans l'autre, c'est totalement impressionnant en termes d'énergie et de quantité de matériaux. Et donc, cette énergie et cet espace, dont on voit bien que ce n'est pas un trait, c'est un espace, comment en fait, finalement l'utiliser pour aménager les secteurs littoraux de façon plus résiliente. Le conservatoire, qui est propriétaire d'un certain nombre de ces milieux, soit ces milieux sableux, mais aussi des milieux marécageux, a testé en quelque sorte sur 10 territoires. Alors les 10 territoires, ils doivent être par là. Ah non, là je suis en train de partir ailleurs. Bon, je suis désolé, c'est pas grave. Ces 10 territoires sont répartis sur les rivages français et on les appelle des démarches de gestion souple du trait de côte. Bon, le mot trait de côte reste parce que c'est le terme officiel, mais l'idée c'est d'utiliser finalement ces milieux naturels comme des zones tampons. Il faut savoir que par exemple, lorsque l'on ouvre un polder à la mer, les polders c'est ces terres qui ont été gagnées sur la mer pendant les siècles précédents, si on les ouvre à la mer, leur niveau s'élève puisque la sédimentation marine se reproduit à l'intérieur et nous pouvons gagner en fait de l'élévation du sol plus vite que l'élévation du niveau de la mer. Mais il faut pour ça faire des choses qui apparaissent un peu paradoxales, c'est-à-dire ouvrir à la mer ou désenrocher. Alors je vais quand même défiler pour arriver à... Voilà, ça c'est les 10 sites. Bon, je passe très rapidement, mais je ne sais pas, excusez-moi. Voilà. Voilà un des exemples de sites qui a été aménagé dans le cadre du programme Adapto. Donc on est sur la commune de Hyères. C'était des anciens salins. On a acheté ça au Salin du Midi. À vrai dire, on les a expropriés parce qu'il y avait un projet de marina derrière. Et c'est devenu donc une sorte de réserve naturelle, mais les salins s'étaient protégés en mettant des enrochements que vous voyez là, à gauche. Et en étudiant le secteur, on s'est rendu compte que cet enrochement, en fait, il produisait une lame d'érosion un peu plus loin, au fond de la photo,
là où il y a un village et des installations portuaires. Et donc, on a décidé de l'enlever. Et aujourd'hui, nous avons ce secteur qui est redevenu une plage, donc plus attrayante pour le tourisme, et qui absorbe finalement les mouvements de la mer. Nous savons qu'un jour ou l'autre, ce cordon littoral va céder et qu'il faudra se réaligner un peu en arrière, mais en arrière, c'est des terrains naturels achetés par le conservatoire et donc on peut considérer qu'on peut l'admettre. Et cette petite chose-là, il faut une dizaine d'années pour le faire comprendre et pouvoir le réaliser. Parce qu'à la base, l'ensemble des populations et même des élus disent bah, vous allez nous exposer au risque. Et en fait, c'est l'inverse. On s'est déjà rendu compte que l'érosion a diminué aux endroits qui étaient plus vulnérables et grâce à cette renaturation de ce cordon dunaire. Donc, c'est ce type de solution qui doit maintenant pouvoir être, disons, documenté, puisqu'en fait, c'est une nouvelle ingénierie, mais qui repose sur beaucoup de piliers différents. Il y a la compréhension des phénomènes, la sédimentologie, la modélisation. Tous ces mouvements côtiers, on ne les connaît pas très bien, on ne sait pas qu'est-ce qui les commande. Et puis, il y a de l'ingénierie, je dirais, sociale, parce que il y a du foncier, il y a du juridique, il y a on parlait d'acceptation sociale, mais en fait, il faut co-construire avec les populations qui n'accepteront pas en fait des solutions si elles ne sont pas comprises. Et donc, cette nouvelle ingénierie, c'est une ingénierie du mouvement, de l'adaptation, et qui est forcément globale à une échelle territoriale. C'est pour ça que c'est à la fois très difficile, mais également très enthousiasmant. Voilà, en quelques mots, mais il y aurait plus à dire. Vous pouvez garder. Est-ce que Karim, Raphaël, est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de partager avec nous? Des projets comme on peut voir au Vieux Salins d'hier, des choses qui vous ont marqué, des choses qui engagent une réflexion sur le futur des solutions qu'on peut mettre en place? Oui, je dirais après un mot sur le panorama d'ensemble des solutions, mais on était la semaine dernière avec la Fondation de France, l'Association nationale des élus du littoral, on était à La Rochelle avec l'Université de La Rochelle pour travailler sur des échanges entre les chercheurs et les gestionnaires des territoires. Et la ville de La Rochelle, par exemple, a une approche prospective, elle travaille sur l'ensemble de son territoire, c'est une ville, alors ce qui nous intéressait, et elle raisonne la ville et son territoire au sens le plus large, hein, donc parce que c'est l'ensemble des écosystèmes qui entourent la ville de La Rochelle, et ils ont une réflexion globale sur l'ensemble de leur ville, en essayant de réfléchir à une trajectoire d'adaptation, parce que La Rochelle a été marquée par Xynthia, donc ils ont fait un premier scénario sur lequel concrètement ils ont mis en œuvre des actions certaines de protection au sein de la ville elle-même, avec un scénario qu'ils appellent Xynthia plus 20 cm, c'est-à-dire qu'ils ont pris la référence, la hauteur d'eau à Xynthia plus 20 cm, et ils se sont dit, là, c'est une première étape dans un scénario, dans une trajectoire d'adaptation sur le long terme, parce qu'un des problèmes des élus, c'est que malgré les scénarios du GIEC, ils ne savent pas exactement à quelle vitesse ça va venir, l'élévation, même si on voit bien que ça a tendance à s'accélérer. Ils ne savent pas à quelle vitesse ça va venir et ils ne savent pas spatialement aussi où est-ce que ça va impacter dans le détail, même si, évidemment, il y a des études, mais il y a une incertitude. Et donc, pour les élus, comme une ville de La Rochelle, c'est de travailler sur une trajectoire à long terme qui passe par une première étape, un scénario qu'ils appellent Xynthia plus 20, et où là, ils se disent, la mer Xynthia plus 20 cm, où est-ce qu'on doit protéger, où est-ce qu'on doit reculer déjà, où est-ce qu'on peut déjà reculer, où est-ce qu'il y a des populations qui ne sont pas prêtes à reculer, et on va faire un travail auprès de ces populations pour les préparer à Xynthia plus 40, et là, il faudra évidemment qu'elles reculent, mais ça nous laisse du temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette démarche globale conduite par la ville de La Rochelle, qui a fait une analyse fine de son territoire urbain et, j'allais dire, écosystémique sur l'ensemble, et qui, dans le détail, va mettre en place des procédures, pas de procédures, voire des infrastructures ou des mécanismes d'adaptation ou de protection qui sont tous articulés avec un premier scénario, préparant un scénario plus large. J'imagine que ces mots-là, anticipation, résilience, systémie, ça te parle, Karim? Oui, alors ça me parle, mais
en même temps, ça me fait poser une question qui est celle pour laquelle nous sommes en ce moment en train de travailler avec d'autres partenaires, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je rebondis sur le terme de territoire, d'échelle, sur les questions de flux également, dont on parlait tout à l'heure. Il se pose une question et l'appréhension, à mon avis, l'appréhension de la notion d'échelle est très importante. Et il y a, en ce moment, on est en train de pousser des projets de recherche publics-privés qui ont pour objectif de voir finalement les solutions doivent être gérées à l'échelle locale, mais les phénomènes sont beaucoup plus complexes. Je vais donner un exemple. Si vous regardez le transit sédimentaire le long de la côte africaine, allant du Maroc, je dirais, jusqu'au fleuve Sénégal et un peu plus bas que le fleuve Sénégal, vous avez un apport de matériaux, et ces matériaux, d'où ils viennent, en majorité, ils viennent du continent. Mais ce continent, il a été aménagé. Donc, on a construit des barrages, on a construit des terres agricoles et toutes ces activités qui ont un intérêt vital pour l'économie de ces territoires, de ce qu'on appelle ces hinterlands, c'est-à-dire ces territoires de l'autre côté du trait de côte, donc la partie continentale, eh ben, on commence à s'apercevoir que finalement, ces activités ont un impact sur le flux de matériaux. Et donc, ces flux, finalement, il y a de moins en moins de matériaux disponibles qui descendent au niveau des embouchures et, par voie de conséquence, sont de moins en moins nombreux pour après alimenter les plages. Et en parallèle, on a des vagues de plus en plus puissantes, on a donc des aménagements aussi qui participent à fragiliser le trait de côte, et tout ça fait qu'on arrive dans ce qu'on appelle des bilans dits négatifs, et ce qui participe à accélérer. Et donc, on voit bien qu'une action menée aujourd'hui, je vais vous parler tout à l'heure de l'exemple de Saint-Louis du Sénégal, une grande part des solutions n'est même pas dépendante du territoire sénégalais, elle est dépendante de ce qui se passe en Mauritanie, voire jusqu'au Maroc. Et donc, on voit bien que derrière, il y a des notions un peu de poupée russe, et là, on arrive à une appréhension complexe des modèles, et c'est très difficile d'appréhender cette complexité. Mais par contre, il faut au moins pouvoir la formaliser pour s'en rendre compte et en avoir connaissance. Parce qu'autrement, je pense, et en tout cas nous pensons que comprendre ces phénomènes de variation du trait de côte en pensant que la solution d'adaptation est uniquement locale et que la réponse est locale, c'est à mon avis se regarder que la moitié de la réalité. Même si on ne peut pas tout gérer, il faut au moins que les gens comprennent qu'il y a derrière des aléas pour lesquels il n'y a pas de mainmise pour les acteurs locaux. Donc voilà, on a un peu cette contradiction qui fait un peu dissonance entre finalement ces phénomènes qui ont des complexités beaucoup plus étendues sur le plan géographique et ces réalités de besoins en termes d'adaptation très locales. Et c'est entre autres 2 projets d'initiative que je vais illustrer tout à l'heure. Très bien. On dit pas plus. En parlant de solutions, on peut peut-être passer sur cartographie. Hop là, excuse-moi. Je l'ai passé tout à l'heure. Voilà. Ah, petit problème de micro. Oui, alors au niveau du projet Cities, comment on a travaillé sur les solutions? On a conduit plusieurs chantiers, on conduit plusieurs chantiers en même temps. Je parlerai de celui-là en dernier. On a commencé par faire une espèce de cartographie sur un site qui est accessible sur le site de la plateforme Océan Climat. On a commencé à identifier toute une série d'initiatives, de solutions qui étaient mises en œuvre dans différentes régions du monde. Vous pouvez consulter le site. C'est un site interactif avec une description assez fine des initiatives et des solutions qui sont mises en œuvre. On a, par ailleurs, on conduit un certain nombre d'ateliers régionaux dans différentes régions du globe. On a fait un atelier sur l'Europe du Nord, où on a sorti un rapport sur des ateliers dans lesquels on réunit les experts de ces régions qui font état des solutions et de la manière dont les questions se posent dans leur région. Donc, il y a un rapport qui est sorti sur l'atelier Europe du Nord, qui est disponible en ligne sur le site de la plateforme Océan Climat. Il y a un atelier Méditerranée qui s'est conduit il y a à peu près 1 mois et demi et dont le rapport est en cours de préparation. Et puis, on prépare un atelier sur la côte ouest africaine, on prépare un atelier sur la côte ouest des États-Unis et un atelier en Polynésie, et puis enfin un atelier vraisemblablement en Asie du Sud-Est. Donc à chaque fois, on va capitaliser sur les expériences, les savoir-faire, les bonnes pratiques dans ces différentes régions. Et puis, pour commencer, en fait, on a fait un état de l'art de la science. C'est-à-dire, quand on a commencé le projet Cities, on s'est dit, le rapport du GIEC venait de sortir, qu'est-ce que nous dit la science, qu'est-ce que nous disent les scientifiques sur ces solutions mises en œuvre pour faire face à l'adaptation de l'élévation du niveau de la mer. On a travaillé avec l'aide et la présidence du CNRS sur
un réseau thématique pluridisciplinaire international réunissant une trentaine de scientifiques à l'initiative du CNRS qui ont produit une publication qui est maintenant sortie, qui est également disponible. Et dans cette publication, je voulais juste commenter ce schéma qui est un espèce de schéma synthétique. Alors, je ne sais pas quel niveau de lecture vous en avez à distance. Je vais le simplifier. Ce schéma, il présente globalement les différents types de solutions d'adaptation, les différents types de solutions face à l'élévation du niveau de la mer et quelles sont leurs logiques, quelles sont les différentes natures de ces solutions et qu'est-ce que ça implique en termes de gouvernance pour la mise en œuvre de ces solutions. Alors, pour faire simple, vous avez un axe, c'est classé, hein, vous avez un axe vertical où vous avez en haut les logiques de solutions qui sont des logiques de protection. On se protège purement et simplement par rapport à l'élévation du niveau de la mer, avec en bas, à l'opposé, une logique d'adaptation, c'est qu'on va, ce que disait François tout à l'heure, on va composer avec la mer qui monte et on va essayer de s'adapter de manière plus souple. Et puis sur un axe horizontal, vous avez à gauche la logique d'infrastructure. Donc là, on est dans du dur, ce qu'on appelle souvent les solutions grises. Et puis à l'opposé, vous avez des solutions qu'on va appeler selon les termes soft, intégratives, qui sont des solutions qui, par exemple, les solutions fondées sur la nature, sont des systèmes où on s'appuie sur le rôle des écosystèmes pour faire tampon par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Donc vous avez là une caractérisation de 4 grandes logiques de solutions, avec en haut à gauche des solutions de protection dure, en bas à gauche des solutions d'accommodation. On compose avec les vulnérabilités, en mettant en œuvre, par exemple, des solutions où on va temporairement, c'est ce que commençaient à faire les Hollandais, ils surélèvent simplement leur maison, ou ils mettent des maisons flottantes. Ça, on s'adapte. La mer monte, on compose avec, pour vous donner une illustration. Et puis à l'opposé, en haut à droite, vous avez tout ce qui est solutions fondées sur la nature. J'en ai dit quelques mots. Hein, c'est comment comment on va développer les systèmes de mangroves dans les pays tropicaux, comment on va renforcer les systèmes coralliens, parce que on sait que les systèmes coralliens protègent de la houle. Et puis en bas, vous avez le système qui est un système peut-être à plus long terme de réfléchir à des nouveaux modèles de l'aménagement global côtier. Alors ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'il croise aussi une logique du local au plus global. Quand tu parlais des territoires, on voit bien que dans le quart en bas à droite, on est dans la logique la plus intégrative sur à la fois l'ensemble du territoire et à la fois l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, dans les solutions dures tout en haut à gauche, on est sur des systèmes de gouvernance assez simples. On décide de construire une digue. On voit bien qu'en termes de décision locale, c'est à la limite plus simple que de la solution tout en bas à droite, où on va amener des populations à se délocaliser et à se reproduire et à se réinstaller ailleurs. Pardon. Donc vous voyez, vous avez une logique à la fois de gouvernance qui est de plus en plus participative, en descendant du haut à gauche, en bas, et en remontant à droite et en redescendant. Et puis vous avez une logique territoriale où on est du local au très global territorial qui va jusqu'à la dimension que tu évoquais au-delà du territoire urbain. Donc voilà très rapidement comment ce travail scientifique a présenter l'ensemble de ces solutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je redisais à propos de La Rochelle, c'est que le sujet pour les gestionnaires, c'est comment ils vont jongler avec toutes ces solutions, parce que localement, à un instant T, il faut mobiliser différents types de ces solutions au même moment. Et puis, dans le temps, il faut aussi concevoir des trajectoires qui permettent de composer avec toutes ces solutions. Voilà, j'espère que c'était clair, mais très rapidement. C'est parfait. De toute façon, on va rester sur cette phase plutôt solution, même pour la partie questions-réponses, pour ceux qui pourraient en avoir dans le public. Est-ce que vous voulez rajouter des solutions? Est-ce que vous êtes OK avec ce schéma? Est-ce que vous pouvez l'illustrer sur des choses qui vous semblent les plus intéressantes à investiguer aujourd'hui, pour donner quelques... Alors, je voudrais rajouter un petit mot sur les emboîtements d'échelle. Vous l'avez excellemment présenté sur la question spatiale, mais il y a également un emboîtement d'échelle temporel. Et on voit bien que le temps de l'élévation du niveau de la mer, finalement, il est assez long. Hein. On sait que ça va prendre des décennies, voire des siècles.
Et donc, bon, après, il y a les tempêtes qui arrivent, on ne sait pas quand, mais néanmoins, sauf événements un peu extrêmes, il y a du temps pour réagir. Et puis, il y a le temps de l'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs où tout le monde sait que dans 40 ou 50 ans, il n'y aura plus d'espace, il n'y aura plus la dune, il n'y aura plus le terrain, mais où on investit encore. Parce que le document d'urbanisme le permet, et que le temps de changer le document d'urbanisme, il y a des gens qui ont des moyens et qui sont prêts à investir pour un bien qui aura une durée de vie de 30 ans. Ce n'est pas un problème, il sera rentabilisé. Et donc, la durée de vie, la durée de prospective, le temps de prospective des acteurs économiques ou des acteurs d'aménagement du territoire n'est pas le même. Et sans parler évidemment du temps du mandat politique, même si les élus commencent à manifester un certain engagement sur ce sujet-là, je pense. Mais bon, après, ils doivent composer avec leur population. Le premier appel à projet qui a été fait par le ministère de l'écologie en 2012, suite à Xynthia, pour aider des collectivités à réfléchir à des solutions de relocalisation, il y avait 5 communes qui ont déposé des projets. Il y a 4 maires qui ont sauté aux élections municipales de 2014, 2 ans après, sur ce motif-là. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu mieux, mais donc voilà, le temps les échelles de temps sont aussi importantes. Oui, je voudrais rajouter, dans ton sens, une fois qu'on a vu un peu l'ensemble des solutions. Alors évidemment, derrière, il y a plein de technologies, il y a plein de sujets, y compris d'écologie et de biodiversité. Quand même, quand on parle avec des élus, les 2 grands sujets, parce qu'on n'a pas encore parlé, les 2 grands sujets, et si on raisonne au-delà de la France, parce que la France est quand même très avancée sur ces questions, si on regarde au niveau de la planète, les grands sujets, c'est les financements, en sachant qu'il y a au niveau, par exemple, au niveau de la Convention climat, il y a un sujet sur ce qu'on appelle perte et dommages. En fait, la solidarité internationale aujourd'hui sur les questions d'adaptation, elle fonctionne pas, soyons clairs, au niveau financier. Les pays riches veulent pas soutenir l'adaptation des pays en développement, qui seront les pays les plus impactés par ces questions. Donc ça, c'est un sujet majeur de financement, mais c'est aussi un sujet globalement de social et de justice sociale, parce que c'est une question de solidarité entre les régions, entre les territoires, mais aussi entre les pays de la planète. Et nous, dans la partie solution, l'aspect social, pour nous, fait intégralement partie de la solution. Les maires, qu'on a vu la semaine dernière à La Rochelle, ils nous disent, nous, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la population ? Comment on la prépare à ces scénarios ? Et je voudrais citer un exemple, parce que pour nous, ça fait intégralement partie de l'innovation. Il y a un chercheur de l'université de Caen qui a développé un outil vidéo où il fait une modélisation. Alors c'est sur des données très précises. Il fait une modélisation visuelle de la montée du niveau de l'eau un jour de tempête extrême dans la ville. Je crois que c'est Étretat, je suis pas sûr, mais et on voit dans une rue, on voit la vague d'eau arriver. Et ils nous ont expliqué qu'ils ont montré cette vidéo dans la ville, ils l'ont projetée et ils ont expliqué tout l'impact que ça avait eu socialement. Bon, ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup à dire sur une initiative comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est d'investir ces champs-là aussi, le champ des sciences sociales, les champs de la mobilisation des populations, parce que c'est déjà aujourd'hui un vrai sujet pour les gestionnaires et pour les élus. Karim, tu auras le mot de la fin. Non. Et on passera aux questions-réponses juste après. Mais très rapidement, de toute manière, vous avez dit ce que je pensais vouloir dire tout à l'heure, mais je vais l'illustrer par un projet justement dont une partie de mon équipe ici est dessus, qui intègre une forte dimension sciences humaines et sociales. Mais peut-être il faut regarder ce qui se passe, parce qu'on parle beaucoup de la France, même si on a un peu effleuré les sujets internationaux. Il serait intéressant de s'intéresser à ce qui se passe en ce moment dans certains pays, notamment tout à l'heure j'ai évoqué le cas de Miami, de la Floride, avec la mise au pas des assureurs en disant que stop, ils allaient commencer à serrer la ceinture et à ne plus assurer des futurs projets immobiliers. Ça veut dire beaucoup pour la valeur financière du foncier local. Il y a un autre exemple qui est un peu à l'extrême.
c'est ce qui se passe en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, où le gouvernement, alors bien sûr, il y a après des gouvernances particulières, chaque territoire, chaque culture a sa gouvernance, donc je ne vais pas faire c'est pas un débat politique, l'idée, c'est de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ils sont passés à un niveau de radicalité, et Jakarta, ça a été décidé il y a 2 ans, je crois, en 2018-2019, va déménager sur une autre île, alors une île qui est pour le moment préservée, avec toute une forêt, avec un écosystème inscrit en plus dans les réserves de la biodiversité des Nations Unies. Et donc, c'est 18 millions de personnes qui vont bouger. Alors, on dit 18 millions parce que c'est le chiffre global de la ville, mais ce ne sera pas totalement 18 millions, c'est un peu moins, et une grande partie de la population restera sur place, ceux qui n'auront pas les moyens de bouger. Et ça pose une question, c'est-à-dire, une ville fantôme à l'horizon dans 10 ans, parce qu'il se donne 10 ans pour la construire, hein, donc ce n'est pas 5 ans ou 10 ans, il se donne 10 ans, alors peut-être que ça prendra plus de temps, mais en tout cas, une ville qui deviendra un fantôme, qu'est-ce que l'on va faire de cet héritage urbain dans cette zone côtière? Et la question de est-ce que reconstruire ailleurs, dans cet ailleurs, parce que ce sera toujours en zone côtière, parce que la ville de Jakarta a besoin d'un port, le port est vital, parce que derrière, vous avez des reliefs très accidentés, donc l'espace vital pour l'urbanisme est quasiment très réduit. Et donc, est-ce que ce n'est pas également un futur autre problème qui aura coûté, et là, je vous donne le prix, hein, c'est 50 milliards d'euros d'investissement pour 15 ans de travaux, 10 à 15 ans de travaux. Voilà. Et ce problème est déjà en train d'être réfléchi, cette solution, à Jakarta, bon, on a parlé, à Kuala Lumpur, en Malaisie, également au Vietnam et en Thaïlande. Donc ces pays sont en train de regarder le modèle indonésien pour le répliquer chez eux. Donc là, ce n'est même pas une question d'acceptabilité sociale, hein, c'est une question directe imposée par le pouvoir. Voilà. Ce sera l'image de la fin, une ville qui déménage. J'ouvre la session de questions-réponses. Est-ce qu'il marche celui-là? Ouais, il marche. Alors, je ne sais pas qui pourrait me répondre, mais je pense que ça sera certainement Karim. En fait, moi, c'est l'image du Bénin qui me vient en tête, particulièrement Comé ou Ouida, où il y a des mangroves qui regressent, mais à des hectares incroyables. Et du coup, la question qui se pose, tu prenais l'exemple de Jakarta tout à l'heure, mais dans des pays comme ça, ils n'ont pas les moyens. Et comment faire, en fait? Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir aider de telles personnes? Merci pour la question. Alors, c'était pas du tout truqué, mais bon, là, il y a un exemple. En fait, tu me parlais du Bénin, voilà. J'avais failli t'en parler tout à l'heure parce que je voulais l'aborder après. Mais voilà, donc merci. Très bonne question. La réponse est là, entre autres. Alors, effectivement, on parlait des questions des solidarités. Les pays du Nord ne veulent pas, mais il y a quand même, donc il faut quand même regarder le verre à moitié plein. Il y a des dynamiques en place pour des raisons. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur les raisons qui justifient un certain nombre d'investissements pour l'urgence de l'adaptation des villes côtières en Afrique de l'Ouest. Mais il faut savoir que même les pays du Nord ont des intérêts, c'est-à-dire qu'il y a aussi des investissements des pays du Nord, il y a des projets, des activités, quand on parle d'activités minières, d'import-export, mettre ces territoires en danger, c'est également se mettre en danger pour le commerce mondial tout simplement. Donc, sans parler de cynisme, hein, c'est une réalité, et donc c'est parce que l'on a vu, notamment pendant la crise du Covid, que lorsque des territoires à l'extérieur des pays fortement consommateurs ou des pays développés, quand ces territoires étaient mis à l'arrêt, il y avait des effets dominos. Donc c'est là je fais un aparté, mais c'est tout l'enjeu de la logistique internationale et du commerce mondial. Et ceci a accéléré l'urgence de l'adaptation, notamment des pays en voie de développement. Donc en fait, l'histoire du Covid a poussé à ce que finalement on se dise non, ce qui se passera dans le Sud va nous impacter, donc il faut absolument qu'il y ait une solidarité. Alors maintenant, est-ce que les montants sont à la hauteur des besoins? Ça, c'est autre chose. Mais il y a des projets qui sont en cours pour aider, et je l'illustrerai tout à l'heure par 2 initiatives. Merci. Oui, je voudrais plutôt parler des départements d'outre-mer, notamment de la Guadeloupe. Et j'ai l'exemple concret de Sainte-Anne, hein, où je suis né, où cette plage que j'ai connue enfant, on pouvait jouer au football à l'époque à peu près, je dirais, sur 100 mètres, ne serait-ce que Maryse Trésor, qui est un des grands arrières français de football. Il y avait un terrain de foot où on s'entraînait à l'époque avec lui, par exemple. Et je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu dans vos programmes en lien avec ces territoires d'outre-mer.
Alors, pour ce qui concerne le conservatoire, en Outre-mer, on nous a affecté ce qu'on appelle les 50 pas géométriques naturels. Donc, la partie, les 50 pas géométriques, c'est 80 mètres qui bordent le rivage sur tous les territoires des Antilles, qui appartenaient à l'État, qui a été en partie urbanisé au droit des villages, et les parties qui restent naturelles ont été confiées au conservatoire. Donc, la plupart de ces plages, en fait, sont la continuité de ces 50 pas géométriques, et on essaye de les aménager pour à la fois l'accueil du public et une certaine résilience par rapport à ces phénomènes-là. À vrai dire, d'un point de vue de l'érosion côtière sur les plages, les solutions ne sont pas très nombreuses, parce que le sable aux Antilles comme ailleurs, mais particulièrement aux Antilles, le stock est fossile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sable qui se crée, ou très peu. C'est les récifs qui créent le sable, mais c'est quand même, l'activité est beaucoup moindre que ce qu'elle a pu être dans les quelques dizaines de milliers d'années passées. Et donc, ce stock, évidemment, il est un peu attaqué, et c'est pas forcément... en fait, on cherche à trouver des solutions plutôt dans la profondeur, pour éviter qu'on mette trop de parking ou trop de cabanes près du rivage, pour que la plage puisse respirer. Et sinon, l'autre gros compartiment quand même en Guadeloupe, c'est les mangroves. Et là, on a une politique très active avec le Parc national de Guadeloupe pour protéger les mangroves et reconquérir les endroits où elles ont été attaquées, on va dire, notamment sur la zone de Jarry, qui est une grande zone commerciale et d'activité, qui est au milieu de la mangrove. Et on est en train d'essayer de regagner un petit peu en essayant de montrer que plus on arrivera à regagner de la mangrove, et plus ces territoires, ces activités seront protégées. Parce que si on enlève la mangrove, c'est sûr que là, il n'y a plus d'aéroport en Martinique et il n'y a plus de zone industrielle à Pointe-à-Pitre. Une dernière question? Merci. Bonjour, Adrien Romet, je représente Mission Publique. On est spécialisé en engagement citoyen. Donc j'ai beaucoup aimé vos remarques sur l'intégration des sciences sociales dans tous ces processus. Merci beaucoup. Et vous avez parlé beaucoup essentiellement de sensibilisation, comment mener à l'acceptation aussi des populations qui sont concernées par la montée des eaux et ses conséquences au fait de devoir bouger ou peut-être adapter leur comportement. Ma question va un petit peu plus loin, et maintenant c'est à qui veut répondre, plusieurs réponses possibles. Comment est-ce que selon vous on peut aller un peu plus loin dans l'engagement des citoyens, dans ces processus, dans les processus de prise de décision également? Quelles sont selon vous les initiatives à prendre? Est-ce qu'il en existe déjà? Est-ce que vous avez connaissance de certaines choses? Voilà. Merci. Alors, moi je peux dire ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on constate qu'on prend des revers quand on oublie de s'occuper de cet aspect-là. C'est-à-dire que parler avec les élus et les techniciens, c'est bien, mais sur ces sujets-là, si on ne parle pas avec la population, ça ne marche pas. Après, ça ne suffit pas de se dire ça, parce que le fait d'aller voir les gens qui habitent là ou qui fréquentent les sites en leur disant « voilà, on a tel projet », tant que c'est théorique, tout va bien. Ça ne les dérange absolument pas, ils sont même assez d'accord. Par contre, si vous arrivez avec les engins pour faire les travaux, là, ils vous mettent dehors, mais ça ne dure pas longtemps. Alors, notre approche, ça a été assez paradoxalement, on a misé beaucoup sur l'approche paysagère. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur un territoire, on va commencer par le représenter tel qu'il a été, tel qu'il est aujourd'hui, et on va s'en tenir là d'ailleurs. Et c'est un média qui fonctionne plutôt bien, parce que vous pouvez parler du paysage à n'importe qui. Quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que le changement climatique, il habite dans son paysage. Quelqu'un qui n'a aucune notion de physique ou de géomorphologie côtière, il comprend le paysage. Il voit bien que quand il était plus jeune, ça avait une certaine forme, et qu'aujourd'hui, ça a une autre forme. Et donc, parler avec ces médias-là, avec des paysagistes qui dessinent, qui représentent ces mouvements, ça permet d'instaurer une compréhension commune
Et une fois qu'on a cette compréhension commune, on peut commencer à injecter un peu de technique, un peu de données scientifiques et commencer à parler de prospective et de scénario qu'on va également représenter graphiquement. Et lorsque vous présentez le paysage que pourrait avoir la commune, disons dans 30 ans, avec beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de mer, beaucoup plus de vision sur la mer, mais aussi plus d'interaction, plus d'activités liées à la mer, moins d'activités qu'on a été obligé de bouger. Mais cette représentation, finalement, peut fonctionner. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est une méthode qu'on a essayé de théoriser, enfin de documenter, parce qu'on pense qu'elle est assez porteuse. Je peux rajouter un point. Je parle sous le contrôle de Françoise Gaëlin. Le champ des sciences sociales sur les sujets climatiques sont encore, à mon sens, assez balbutiants. Il y a des perspectives énormes de comprendre, par exemple, toute l'anxiété climatique chez les jeunes, c'est des vrais sujets. Bon, qu'est-ce qui peut pousser les gens à rentrer dans une dynamique, psychologiquement, je parle, et socialement, passer dans une dynamique positive. C'est, à mon sens, un vrai champ d'investigation des sciences sociales. Et puis, je voudrais terminer par une anecdote que j'aime beaucoup, qui est racontée par Jérôme Bignon, qui est l'ancien président du Conservatoire du Littoral, qui est un élu de la baie de Somme, et qui raconte une histoire, moi je trouve très intéressante sur la mise en mouvement des citoyens. Il dit dans sa commune, il y a des gens qui doivent bouger. Il va falloir qu'ils déménagent de leur maison parce que la partie est vraiment menacée. Il dit, j'ai passé 5 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai passé des années à discuter avec eux, les gens bloqués. Et puis un jour, il a une idée, la commune achète à 2 km sur une colline, vue sur la mer. Il achète une zone, il achète 5 hectares de terrain et il emmène les gens. Là, il les dit, regardez, si on vous délocalise, là, voilà où vous serez. Et ce qu'il dit, là, les gens ont basculé. Parce qu'en fait, ce qui je trouve intéressant dans l'histoire, c'est que les gens ont besoin de passer dans un futur et de visionner un futur positif. Et il dit, à partir du moment où les gens se sont projetés dans une autre vie, après quelque chose qui est désastreux pour tout le monde. Quitter sa maison, qui est quelquefois la maison des ancêtres et tout, c'est déchirant. Mais les mettre dans une perspective, et je trouve cette anecdote intéressante parce qu'elle met en perspective des choses positives sur comment on peut amener des gens. Alors évidemment, à Jakarta, où on va déplacer 15 millions de personnes, ça va pas exactement se passer comme ça. Mais bon, voilà. Restons positifs. Merci beaucoup. On reste dans la thématique du festival Building Beyond qui est le visible et l'invisible. Donc là, c'est essayer de rendre visibles des changements et qui sont pour le moins invisibles, mais qui auront un impact sur le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim, Patrick, Raphaël. C'était très intéressant. On va passer à la phase de pitch. Donc, on a 2 startups qui vont venir nous présenter leurs solutions, les solutions qui sont basées sur le trait de côte, sur la régénération des océans. Comme Françoise l'a dit, l'innovation, la R&D dans ces secteurs sont importants, sont intéressants. La technologie peut aussi parfois apporter son lot d'opportunités. Et pour le premier pitch, je vais appeler Tom Birbeck. This one will be held in English. So, Tom, come on. Thank you for being here. You're going to present us Arc Marine, which is a very interesting technology for our ocean. So the floor is yours. Merci. Apologies, I don't speak French. A bad decision at school, which I'm now paying the price for. So I will try my best to communicate what we do. So my name is Tom Birbeck. I'm the co-founder and CEO of Arc Marine. Arc Marine's mission is to accelerate reef creation. It originally started from divers who wanted to do ecotourism projects and just restore biodiversity. However, it's now evolved into something much more, which is how do we build with nature, using nature-based solutions to improve offshore construction projects, but still to achieve accelerating reef creation. So, as you can see, my background in the picture is in commercial diving and aquaculture maintenance. So that's where we sort of started, and that's how we got into nature-based solutions.
But here now we're Arc Marine, we sort of focus on three primary things. Firstly is the development of a low carbon plastic-free concrete, which we've called Marinecrete. And that is the foundation for all of our technology. So all of our nature-based solutions contain this material. And the second is the design, manufacture, and installation of our nature-based technology, some of which I will go through today with some examples, and most of which is patented. And thirdly is the monitoring of these ecosystems. So before we put anything into the ocean, we do baseline surveys, and then we do post surveys to see exactly what we've done to change the marine environment. So to talk a little about our Marinecrete technology, it's made of 98% recycled materials, and it's carbon neutral. So we don't use any Portland cement in our mix, and therefore we are much less CO2 productive than standard concrete. And we've already been selling this to terrestrial projects as well as marine-based projects as well. So these are our main primary industries that at Arc Marine we're focusing on. So aquaculture, coastal defense, offshore wind, and traditional oil and gas installations. And to run through some of our projects, we deployed our largest reef to date, which was in June 2021. And that was specifically for a reef enhancement project around an aquaculture site. So the units that you see here ranged in sizes from 750 millimeter up to 1500 millimeter. And the biggest unit weighing just over 5 tons, which could be used as an aquaculture mooring or an eco mooring. And what we did is we integrated some recycled scallop shell onto the top of these cubes, and we're going to be looking to try and rapidly colonize biovalve mollusks like blue mussels, oysters, scallops, that sort of thing. And what the science team are doing now is they're doing some clever work around the monitoring, which is involving bathymetric surveys, eDNA, to make sure that what we've done is actually going to be a positive to the marine biodiversity ecosystem which we put these structures into. And we're going to have 3 research papers published on this. We've already had 2 from preliminary projects, but this will be our largest project today. So as you can see from these pictures, they look like pretty plain concrete on the left when they go in, but less than a year, you can almost see that they're unrecognizable as man-made structures, and they're starting to become what we would call as a biodiverse reef. Now, our next market that we're looking to get into is coastal defense. So as we know, and we've spoken to about today, sea level is on the rise. So we'll be bolstering our sea defenses all around the world, which will mean more concrete. And what we really don't want to be doing is using high CO2 concrete, which doesn't cater for the marine environment. So what we've been doing is we've been designing our structures to have holes, crevices, advanced surface textures, lower pH. So the colonization of our structures is a lot quicker than that of normal concrete. So within 7 months, that's what some of our structures can look like, which compared to plain granite rock, which is traditionally used for coastal defense, it's a lot better for the marine environment. We're also working on a harbor tile prototype. So what we've discovered is that there's a lot of flat harbor walls around the world, which only cater for a certain type of species, one that prefers a flat surface. So we've been working with the University of Plymouth to engineer these tiles of different formations and different types to cater for all these different organisms. So when you go into a harbor, you see biodiverse ecosystems. There's potentially nursery and breeding grounds and spawning grounds for marine life, instead of having this flat featureless wall, which will only cater for certain species. So this is part of a PhD project where the PhD will actually do some statistical analysis to see what tile is the best for what type of species. The biggest opportunity that we're working on as a company, and the most exciting in my opinion, is that around offshore wind. So offshore wind, as everybody knows, is sort of this transitional energy that we're moving towards, and the massive ramp up that's happening all around the world, but specifically in Europe, is really exciting for us because it gives us the opportunity to restore biodiversity and reef ecosystems at the same time as building offshore wind. So this conceptual image that you see here will actually be realized next year. So we've secured a big multi-million euro project to deploy 4,500 of our reef structures around 2 turbines off the Dutch coast. And one thing that we're trying to do at the same time is we're trying to protect the foundations of these structures, which are often protected with granite or plain boring concrete. But we're also trying to restore oyster reefs. So this map that you see here is a pictorial atlas from Ulsan. And the orange sort of shaded areas that you see all used to be oyster reefs, flat oyster, native oyster.
but unfortunately they've declined by over 85% due to overfishing, dredging, and disease. So it just so happens that these orange shady areas are also prime areas for offshore wind. So at the same time that we can install offshore wind devices, we can restore biodiversity. And the offshore wind industry has also got a massive problem, which is these traditional technologies are often used to protect the cables and the foundations from sediment, from anchors, from fishing gear. And as you can see, it's pretty rubbish for the marine environment. In fact, it's called marine litter. So therefore, at the end of the decommissioning stage, all of this material has to be recovered, which will cost billions of euros, and 50% of these costs are normally picked up by the taxpayer in capital gains tax breaks and stuff like that. So what we've been doing for the past 7 years is developing a suite of technologies and products that we can completely transform how the seabed looks like for the offshore wind and oil and gas industries. So if you look at the images around the jacket monopile, you'll see our reef cubes. That's how they'll look like once they're installed. That will replace the granite. We have our marine mattresses and our marine bags. So we don't use any plastic. We're carbon neutral, and all the images that you see of the marine life there have actually been taken from reef cubes. So what we're hoping is to transform not only using standard technologies, but also these bespoke units. So these units were designed with marine biologists from Holland, and they're specifically to cater for sharks, rays, and cephalopods. And the jute sacks that you see here are filled with scallops and oyster shells. And what we're hoping is that they will then spawn and create what we hope to be a biogenic reef. So we're really lucky that after a very short amount of time, this is what our reef systems look like. And as you can see by the images, they're not just biodiverse ecosystems, but they're really important commercially. So we've got spider crabs, European lobster, juvenile cod, blue mussels, brown crab, and squid. So all of these are really important to other blue economy businesses which underpin our society. So what we're thinking that we can achieve is not only restoring biodiversity, but also improving commercial fish stocks for a growing population as we continue to grow. So the image you see here is a really exciting thing for Ark Marine. So last year we secured 2.3 million euros worth of investment, and that is to build our first upscaled manufacturing batch plant. So all the projects to date have mainly been built by hand, but this facility here will enable us to produce up to 1,500 reef cubes a day and about 80,000 ton of material a year. So the long-term plan is to have these small pop-up, relatively small pop-up batch plants located at every major port that is delivering these projects for offshore wind and oil and gas or coastal defense. So therefore you don't get the transport costs or transport emissions associated with shipping large pieces of granite or concrete. And it's also a great local supply chain story. So we can use local aggregates as long as that they're clean and safe for the environment. And we can also use local labor as well. So it's a big plan for Ark Marine to grow into other countries rather than shipping direct from the UK. And that's it. Merci. Someone, yeah, thank you. Do you have a question for Tom about the technology and the solution? Yeah, that's a good question. So at the moment, the status quo due to OSPAR regulations is that everything should be removed from the seabed and returned to the original state. But there's been a lot of research over the last 5 to 15 years, mainly looking at the effects of man-made structures in the marine environment. And now there's a big scientific push and community behind the idea of if it's built for the marine environment in the beginning, and you can prove that there's a benefit to the marine environment of it remaining in situ, then we should address that during the decommissioning phase. At the moment, during decommissioning, they normally go through something called a comparative assessment, which means that they weigh up all the options of removing it in terms of cost, health and safety, a benefit or negative to the marine environment. A lot of the negatives, which is the reason why previous technologies have been left on the seabed, is they contain plastic, there's no audit trail to what went into the concrete, or they're leaching heavy metals.
and the fact that there is no benefit to the marine environment because they haven't been designed with nature in mind from the beginning. So we think by designing with nature at the beginning, we've got a better argument to actually have them remain in situ. And I think for the first time ever in Holland, there's a wind farm tender called Hollandkoos West, which 60% of that tender criteria was for biodiversity net gain. So to win that offshore wind farm, you had to prove that you were enhancing the marine environment. And I don't think that they'll be removing that in 30 years' time. I hope not anyway. Okay. Let's go for, yeah. I was wondering, Lisa de Vignol, I work on the Cities Initiative that was presented a few minutes earlier. And I wonder how interested cities are in these technologies, because in some cases we really have to build seawalls, even though that's not the solutions that we promote. And thinking about how we can maximize that space, also for biodiversity. How many cities know about these the prototypes and the technologies that you provide as a solution, and how interested are they? Because when we discussed them with some local authorities in the UK, they were worried that having them on the coastline, local communities would climb on them and just enjoy themselves. Mm-hmm. Yeah, we've had similar conversations. So we installed some units and they've had to be relocated due to children jumping on them and standing on them. I think that mindset is now changing though, because we have to do something. Like you said, this isn't a case of we can just let it go on. We have to build flood defenses and they have to be built for purpose. So what we're saying is, if you have to build something, just build it with nature. Not a lot of people know about our solution at the moment because we are a relatively small company. But I would say that with the new legislation that's come into the UK, which is biodiversity net gain at 10%. So basically, if you build something in the marine environment on the coast, you have to compensate that by a measure. I think that that's going to force the hand of a lot of developers and local councils, that the fact they have to demonstrate, and you can only really do that to a certain degree of hard structure, unless it's something like salt marshes or something like that. Okay, we have to move on. Thank you, Tom. Merci. If you want to continue this talk, you can just contact Tom. And now, I think it's your turn, Karim, to present Resilience en français. Merci. Alors, je vais vous présenter ici donc une start-up qui est née ici même au sein du programme Léonard et qui est dédiée aux questions d'adaptation au changement climatique. Et je vais vous montrer plutôt aussi les initiatives que nous portons sur la Blue Economy et plus largement sur les sujets d'adaptation des zones côtières et des États insulaires. Voilà. Alors, premier point, pour commencer, c'est ce qui a lancé notre initiative et ce qui aussi justifie la création de Resilience. Quelques vérités qui dérangent, à savoir le coût de l'adaptation des zones côtières qui est estimé par la Banque mondiale à plus de 750 milliards d'euros par an, uniquement pour les villes côtières. Dans le dernier rapport du GIEC, on estime en moyenne un recul ici du trait de côte, je dis bien de l'ordre de 240 mètres. Ce sont des moyennes parce qu'il peut y avoir plusieurs kilomètres et voire plusieurs dizaines de mètres. En tout cas, en fonction du scénario RCP tel que visé aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est indiqué que près de 50% des plages sableuses risquent de disparaître. Alors, il y a effectivement l'aspect de l'érosion, mais il y a également toutes les pressions faites sur l'usage et la consommation du sable. Alors, pour répondre à ce défi, Resilience, on a développé des solutions en lien avec l'observation de la Terre par des données du spatial pour essayer de faire le lien entre l'observation des satellites, des mesures aéroportées et des modèles et la donnée du terrain. Et tout ceci mis en lien pour aussi intégrer les solutions et l'appréhension en termes de sciences humaines que je montrerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que l'on fait à travers ces données satellitaires? Elles nous permettent d'établir et de proposer du consulting, de faire des audits, de faire des études de vulnérabilité, qui sont uniquement le point d'entrée de nos approches. Ensuite, de faire de la modélisation, notamment de systèmes complexes, notamment de la modélisation climatique prédictive, des modélisations de systèmes complexes pour voir des effets dominos à différentes échelles. Et ensuite, de faire de la coordination de projet. Alors, ce que nous appelons la coordination de projet, c'est de l'ingénierie intégrée sur lequel on va travailler avec des scientifiques, des
des universitaires, des startups, la société civile, et tout ceci se mettre en alliance, d'où le nom de Résalliance, pour essayer d'adresser le développement de projets innovants auprès d'États, par exemple, ou de bailleurs institutionnels. Alors, pour ce faire, Résalliance repose sur 2 grands piliers. Le premier, nous sommes issus de la maison Vinci, et notamment Vinci Construction et Six Sense. Donc, on part d'un point qui est celui de la connaissance et la compréhension des infrastructures, en tout cas des environnements bâtis. Et le deuxième pilier, nous avons signé des partenariats très forts avec des acteurs qui détiennent des données, je dirais, conformes au GIEC sur les données climatiques et des observations très objectivées issues des satellites avec le CNES, l'un des laboratoires attachés au GIEC est le laboratoire du LSCE du CEA et le SCO qui est l'observatoire du climat des Nations Unies à travers le spatial en lien avec l'Organisation mondiale de la météo. Et ce que vous voyez au milieu, ce sont les partenaires avec lesquels nous travaillons, et notamment UN Habitat, le Programme des Nations Unies pour le développement et pour l'environnement, la Banque mondiale, l'Organisation aussi des Nations Unies sur la gestion des risques, et ainsi que l'Alliance mondiale des bâtiments et de la construction. Pour qui nous travaillons? Alors, on travaille pour 5 grands types de clients et la plupart de ces sujets ont eu des projets en lien avec les enjeux côtiers, à travers des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, les banques de développement, les Nations Unies, mais également le secteur de la finance tels que les assureurs, AXA. On travaille également avec les collectivités, les agences gouvernementales, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit à la Dominique, par exemple, avec des promoteurs immobiliers ou des aménageurs publics ou privés, Next City, dans le cadre du village olympique, par exemple, avec Vinci Immobilier, la Caisse des dépôts, notamment CDC Habitat, des opérateurs de réseau, c'est-à-dire des personnes qui vont, ou des entreprises qui vont gérer l'exploitation d'infrastructures sur du long terme. Et très souvent, ces infrastructures sont le long de traits de côte et peuvent avoir des impacts extrêmement importants, notamment pour la logistique ou la mobilité, et ensuite des sites industriels. Alors aujourd'hui, parce que Résalliance est née ici en 2017 à travers un programme prospectif et un travail d'entrepreneuriat, et à travers ces 2 dynamiques, l'activité a réellement commencé en janvier 2019. Et depuis, nous avons plus de 75 références réparties dans près de 65 pays sur tous les continents. Et si on regarde le sujet sur les zones côtières, ces projets concernent l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée, les Caraïbes, le sous-continent indien et une grande partie de l'Europe également, et l'océan Pacifique. Ces projets concernent notamment la manière d'intégrer le niveau de vulnérabilité et les stratégies d'adaptation concernant des actifs, que ce soit des infrastructures de transport, de mobilité, que ce soit des projets de bâtiments, mais également des projets d'aménagement urbain. On parlait de la ville tout à l'heure, on travaille avec beaucoup de projets urbains en zone côtière. Et pour ce faire, je vais vous illustrer 2 initiatives. La première, c'est un programme qui est porté par l'IFC, International Finance Corporation, qui est le département du secteur privé de la Banque mondiale, qui est destiné à outiller les micro-États insulaires et les petits États, notamment en zone côtière, à travers le monde, pour qu'ils puissent avoir des outils de gestion et de planification dédiés à l'adaptation au changement climatique en fonction de différents scénarios versus le coût de l'inaction versus le coût de l'action pour derrière y apporter des solutions d'adaptation et des modalités de financement, parce que la finance est clé, d'où l'IFC. Alors, dans ce programme, nous avons notamment développé ce qu'on appelle un diagnostic de performance résilience, qui est une première, qui a été notamment certifiée par la Banque mondiale et qui va être répliquée auprès d'autres bailleurs institutionnels. Cet outil a pour objectif de stresser des territoires en faisant des scénarios de risques multiples, donc d'aléas climatiques, d'aléas combinés, mais également intégrant les spécificités locales, les infrastructures, et de voir le coût des dommages physiques versus le coût social, et derrière pour mieux dimensionner des solutions d'adaptation. Alors, notamment ce que nous avons fait, donc là c'est le premier prototype de cet outil que nous avons développé à l'île de la Dominique. Donc cet outil va être répliqué dans d'autres territoires, notamment aux Barbades et aux Philippines, ainsi que sur les îles Seychelles et à Madagascar prochainement. Alors cet outil, normalement ça doit avancer, voilà. Qu'est-ce que l'on a fait ? On est parti sur l'observation satellitaire, on a récolté des données du spatial, que ce soit des données de topographie, que ce soit des données de couverture du territoire, d'occupation du sol, des données météoclimatiques. Nous les avons croisées entre elles, nous avons fait ce que l'on appelle des descentes d'échelle, c'est-à-dire appréhender le climat global et de voir qu'est-ce que cela signifiait à l'échelle d'un territoire insulaire, proposer ce que l'on appelle des cartographies dynamiques de multi-aléas,
à savoir qu'un aléa climatique n'arrive jamais seul, il est très souvent succédé d'autres aléas ou il précède à d'autres aléas, et c'est donc la combinaison de ces aléas qui nous intéresse, et de voir comment ceux-ci, finalement, vont venir rendre vulnérable le territoire, mais surtout, ce qui est important, veut dire essayer de traduire des trajectoires pour mieux réaménager la ville ou l'île, et ainsi mieux définir des investissements pour réduire ces risques. Entre autres, dans ce qui nous a été demandé ici pour cet outil, c'est d'évaluer le risque du changement climatique en lien avec notamment l'augmentation du niveau marin et la contrainte de la pression démographique, et de voir comment est-ce que les populations, in fine, avec la société civile, les ONG, les parties prenantes publiques privées, pouvaient en même temps essayer d'avoir un outil de concertation et d'essayer de viser à la fois des investissements pour des infrastructures, tout en étant en conformité, par exemple, avec les objectifs du développement durable en lien avec les accords de Paris. Deuxième initiative, qui là est beaucoup plus, je dirais, scientifique au sens recherche d'un prototype de protocole de recherche. Donc nous avons, avec notamment les partenaires du CNES, du SCO, qui seront présentés dans la vidéo qui va suivre, à savoir l'IRD notamment, le CNES, l'Université de Rouen avec le GIEC normand, nous avons développé un prototype de méthodologie qui permet d'implémenter les données du spatial, des données aéroportées, des données au sol, plus la connaissance du cadre socio-économique du territoire pour avoir un outil de modélisation et de gestion de la zone côtière, avec derrière la possibilité de scénariser des investissements pour réduire le risque côtier sur l'ensemble de la région WACA. Alors, qu'est-ce que la région WACA? C'est West Africa Coastal Area Management Programme, qui est la préservation de la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest, allant grosso modo de la Mauritanie jusqu'au golfe de Guinée. L'intérêt de cette zone, c'est qu'elle présente presque une uniformité morphologique, à savoir c'est une zone sableuse extrêmement fragile, mais qui, dans le même temps, est une zone fortement et densément peuplée. Le projet OSS Saint-Louis est une initiative partenariale qui réunit des chercheurs d'universités françaises et sénégalaises, ainsi que le bureau d'études Résalliance. Ce projet est coporté par l'Université de Rouen-Normandie et l'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. Les environnements littoraux sont des espaces où convergent et interagissent divers aléas hydrométéo-marins, rendant ces zones particulièrement vulnérables. Ce sont pourtant des espaces où se concentrent les populations et leurs activités. Or, avec le changement climatique, ces zones sensibles risquent d'être davantage exposées à cause de l'élévation du niveau moyen des mers, mais également de l'augmentation des événements de type tempête et précipitations extrêmes, qui favorisent les inondations et l'érosion côtière. Les infrastructures et zones urbaines côtières font donc face à des défis socio-environnementaux sans précédent, entravant leur développement ainsi que la pérennité des activités et des habitations. C'est dans ce contexte que le projet OSS Saint-Louis intervient. En améliorant la connaissance des aléas et risques dans les zones côtières en lien avec le changement climatique, il a pour but de proposer des outils et indicateurs pour la gestion du territoire et des infrastructures, et de s'en servir pour sensibiliser les acteurs aux multiples risques. La zone d'étude retenue est celle du littoral Saint-Louis au Sénégal, ville peuplée qui a un fort patrimoine historique et où se concentrent des activités socio-économiques. Cette zone est particulièrement menacée par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations et par l'érosion côtière en lien avec le changement climatique. La démarche initiale du projet repose sur la caractérisation des conditions hydrométéo-marines ayant causé des inondations majeures et génératrices de dommages par le passé, afin de comprendre les causes multifactorielles de l'inondation du littoral de Saint-Louis. La mise en place de simulations cartographiques permettra de mettre en évidence les hotspots à risque actuels et futurs en relation avec le changement climatique. L'approche consiste ensuite à construire des outils et des indicateurs basés sur la modélisation des zones sujettes aux inondations et à l'érosion due aux tempêtes de vagues extrêmes. Les résultats obtenus comprendront la cartographie des scénarios actuels et futurs qui spécifieront les zones de vulnérabilité avec une attention particulière à la population, aux activités et aux infrastructures. Enfin, les acteurs du projet souhaitent sensibiliser les acteurs tels que les décideurs, gestionnaires, acteurs locaux, associations à cette vision multirisque pour répondre aux différents enjeux des zones côtières et co-construire le littoral et les villes côtières de demain.
L'approche est basée sur l'analyse et le croisement de différentes sources de données. Données in situ, utilisant le GPS et des caméras vidéo pour obtenir des données topobathymétriques. Des données modélisées pour obtenir des informations sur les vagues et les marées. Des données satellitaires pour obtenir l'élévation du niveau de la mer, les modèles numériques d'élévation, la pente côtière, l'évolution du trait de côte dans le temps, etc. Et des données socio-économiques obtenues à partir d'enquêtes auprès des populations. Ces observations, mesures et simulations seront concentrées sur 3 sites ateliers de la zone du littoral Saint-Louis, la Nouvelle Embouchure, la Flèche littorale et le bas estuaire. La zone du littoral Saint-Louis étant considérée comme représentative des aléas et risques en Afrique de l'Ouest, l'approche et les développements proposés sont duplicables à d'autres littoraux de cette région, voire d'autres pays en voie de développement qui connaissent les mêmes enjeux. Voilà, donc pour conclure, tous ces projets, ces initiatives sont soutenus, que nous menons, sont soutenus par, notamment dans le cadre de la COP26, seront également présentés dans le cadre de la COP27 et en lien avec l'UNDRR dans le cadre du programme MCR 2030, à savoir Make Cities Resilient for 2030, là, le sommet sur les océans et ainsi que le World Urban Forum. Merci et voici l'équipe. Voilà, merci. Merci beaucoup, Karim. On va faire un peu différemment. Il y a un événement juste après. Donc, si vous avez des questions, là, il y a un petit goûter. Donc, je vous invite à aller au goûter et à poser vos questions à Karim. 3 derniers messages. Juste après, on continue dans les conférences Building Beyond. On a une conférence sur le dessus-dessous. Quelle place pour les réseaux dans la ville résiliente? Si vous voulez rester, vous êtes